Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Chaque mardi en direct dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous avez suivi comme nous avec beaucoup d'attention les images de la rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Hier, le président français est-il parvenu, selon vous, à exposer les desiderata européens et plus encore peut-être a-t-il réussi à infléchir quelque peu la position de l'administration républicaine sur la guerre en Ukraine? Alors pour une fois, je vais vous répondre presque directement à la question. Je pense, personnellement, contrairement à beaucoup de voix qu'on entend ici ou là, qu'il ne faut céder de sa part, de la part de la France, de la part des Européens plus largement, ni à un triomphalisme excessif, ni à un abattement de commandes que l'on entend d'ailleurs sur un certain nombre de médias qui continuent leur sarcasme à l'endroit du président de la République. Vous me posez la question de savoir s'il a pu infléchir. Alors d'abord, quel était le cadre? Le cadre, il est très théâtral. C'est une mise en scène diplomatico-amicale, sur fond d'ailleurs de badinerie, de plaisanterie, les anecdotes, le vitz, entre guillemets, mis en scène par Donald Trump. Tout ça, évidemment, est à la fois trompeur, mais comme souvent dans une comédie sociale. Très américaine. Une comédie politique, une comédie géopolitique. Très américaine, vous avez raison, avec le joke, le vitz, le joke qui est omniprésent. Il y a quand même du vrai qui se dit. Et si l'on résume, le vrai qui se dit, après je ferai les réserves, le vrai qui se dit, c'est que nous avions un commentaire dominant en France notamment qui consistait à dire, bon, Emmanuel Macron, à la suite de la vidéo que nous avons commentée la semaine dernière sur les réseaux sociaux, le président de la République se la joue un peu, il est un petit peu dans une forme de forfanterie d'avant-première et il n'arrivera évidemment pas... Son dialogue avec les internautes. Voilà, et donc les gens disaient sur la base de ce qu'il prétendait dire au président américain, il disait il se fait des idées, il se berce d'illusions, il n'arrivera pas à infléchir d'un iota la position américaine. Le fait est, alors après nous allons faire toutes les réserves possibles, mais le fait est qu'effectivement Donald Trump la semaine dernière avait encore peu de considération, en tout cas verbale. Là, c'est difficile de sonder les reins et les cœurs, vous le savez bien en politique, mais il avait peu de considération verbale pour le président ukrainien. Pour l'instant, nous sommes dans un schéma qui peut évidemment être renversé ou revu à la baisse, où il y aura une inclusion du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, dans le cadre des négociations en vue du cessez-le-feu. Il est resté assez flou, le président américain. Mais par ailleurs, je vais dans votre sens, vous avez effectivement raison. À tout moment, d'abord, Donald Trump, en dépit de ses protestations d'amitié hier, peut probablement revenir à sa conception fondamentale. Alors dans le jargon des gens comme vous, les grands spécialistes de relations internationales, on parle de la diplomatie transactionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire une diplomatie transactionnelle? Ça veut dire une diplomatie qui n'est pas bordurée, surmoïsée par des principes intangibles. Vous voyez, c'est-à-dire on s'adapte aux circonstances de la manière, j'allais dire, la plus... On est dans le deal pur et dur. La plus opportuniste. Donc effectivement, à tout moment, on ne sait pas ce que vont être ces conversations avec le président des Russies, de toutes les Russies, Vladimir Poutine. À tout moment, Donald Trump... Alors qu'un accord est annoncé par ailleurs entre la Russie, entre l'Ukraine et les États-Unis sur les terres rares, les fameuses terres rares ukrainiennes. Donc il faut se méfier. Justement, il y a cet accord sur les terres rares et la diplomatie transactionnelle. Par ailleurs, suppose de la part de celui qui l'engage, de celui qui la met en œuvre, le président américain, une forme de l'habilité, donc d'aptitude à ne pas tenir ses engagements. Donc là, ça c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, vous venez d'y faire allusion au travers des terres rares, c'est les visions divergentes de l'avenir de l'Ukraine. Fondamentalement, l'Amérique n'a pas la même vision que la France et, en tant que France, porteuse en quelque sorte de la vision dominante des Européens. Il y a une vision, pour aller très vite, il y a une vision de l'Ukraine qui est exigeante de la part des Européens. Emmanuel Macron d'ailleurs s'en est fait le chantre et l'avocat hier à la Maison-Blanche. La vision américaine, là aussi, si vous voulez, elle est plus pragmatique, elle est plus économiciste, elle est plus fondée sur l'exploitation d'intérêts bien compris. Et vous avez raison, effectivement, de tempérer l'optimisme d'un certain nombre de commentateurs en disant, à l'évidence, malgré les sourires, malgré les jokes, le président Trump se réserve une marge de manœuvre maximale. Et par ailleurs, alors là, c'est sur un plan plus théâtral, nous parlions de ça, nous commencions comme cela. Emmanuel Macron a marqué des points. Nous venons de les évoquer. Mais sur le plan symbolique, qu'on le veuille ou non, vous voyez, l'intention de vassalisation de l'Europe reste à l'œuvre, même s'il a été sympathique avec Emmanuel Macron, qu'il connaît bien. Mais l'intention de vassalisation de l'Europe reste à l'œuvre. Et d'une certaine... Même si Emmanuel Macron s'est montré assez offensif. Mais justement, c'est ça qui est ambigu. C'est ça qui est ambigu dans la scène de théâtre que nous avons vécue, la grande scène de théâtre mondiale que nous avons vécue hier. C'est que d'un côté,
Pour résumer, il y avait un casting de vassalisation absolue des partenaires européens. Et d'un autre côté, nous avons un président français, dont vous savez ce que je pense, je suis nuancé dans mes avis. Mais qui est reconnu par Trump comme le leader des Européens. Mais qui n'a pas été aussi nul que ce que disait toute la droitosphère à la veille de son voyage. Je pense à la droitosphère qui était particulièrement déchaînée. J'entendais Philippe de Villiers vendredi soir sur CNews qui disait « J'ai honte d'être français, on est ridicule, etc. » Non. Hier, si on est objectif, si on est nuancé, si on est précis, le président français n'a pas renvoyé le spectacle du ridicule ou de l'humiliation. Absolument pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il a gagné, vous avez senti. La nuance. Les États-Unis, Alexis, ont voté hier aux côtés de la Russie. Et c'est important, contre une résolution préparée par les Européens et plusieurs capitales européennes. Résolution qui condamnait l'invasion de l'Ukraine il y a 3 ans. Vote salué tout à l'heure par Moscou. Cette position équilibrée témoigne d'un réel désir de contribuer à un règlement. C'est félicité le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. C'est symptomatique finalement des dynamiques en cours. C'est symptomatique des dynamiques en cours, c'est symptomatique du fait qu'on ne peut pas s'attendre de la part de la présidence américaine à ce qu'elle se calque sur la position des Européens, mais on a quand même constaté, et donc là je vais dans votre sens, il faut être là aussi équitable, que la position européenne, qui était concertée en fait entre plusieurs chefs d'État et Emmanuel Macron, portée officiellement en quelque sorte par Emmanuel Macron, a quand même légèrement infléchi, peut-être provisoirement. On l'a pas vu hier à l'ONU, hein. Je suis d'accord, mais a quand même provisoirement infléchi celle des États-Unis. Maintenant, alors, finissons là-dessus, l'hypocrisie de Trump. Vous savez, quand on est le roi de la jungle, puisqu'il se vit comme ça, à tort ou à raison, peu importe, hein, quand on est le roi de la jungle et quand on a par ailleurs une obsession, nous y revenons toujours, mais elle est fondamentale, qui est le pivot asiatique, c'est-à-dire la Chine, ne peut-on pas le soupçonner, en dépit de tout ce qui s'est passé hier, qui va plutôt dans le meilleur sens, en quelque sorte, que celui qu'on pouvait... ne peut-on pas le soupçonner d'être quand même resté sur des positions transactionnelles, d'ouverture à tous les possibles, pour se mettre, entre guillemets, la Russie dans la poche, afin de mieux affronter la Chine? C'est la vraie question géopolitique à laquelle, évidemment, les Européens n'ont pas de réponse directe. Sachant que le président Macron a essayé d'expliquer également au président américain qu'il ne pouvait pas mener la guerre à la fois contre la Chine et contre les Européens. Exactement. Et il a repris, en le développant autrement, l'argument qu'il avait annoncé lors de ce chat avec les Français, les Françaises, qui est: si tu te montres faible avec la Russie de Poutine, tu n'auras aucune crédibilité dans le match qui s'engage, le piège de Thucydide, comme on dit chez Graham Allison, avec une Chine, elle, qui est armée jusqu'aux dents. Donc effectivement, nous sommes dans un moment probablement d'hésitation de l'histoire, mais nous sommes aussi dans un moment où il serait, et donc j'y insiste parce que c'est un peu l'angle de ma chronique aujourd'hui, où il serait erroné de dire que l'Europe n'a plus de numéro de téléphone, ne compte plus pour rien et est complètement baladée. Ça n'est pas tout à fait le cas, vous voyez. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui sera en kiosque dès demain. À vendredi, bon après-midi. Oui, bien sûr, à vendredi.